Bonjour à toutes et tous. Hem, Votre Excellence, monsieur Mykola Toczewski, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers membres du public aussi qui, nous avez fait l'amitié de nous rejoindre. Je suis très heureux de vous accueillir à Sciences Po Grenoble UGA pour, cette conférence exceptionnelle organisée dans le cadre des Journées de l'Ukraine. Ces journées ont été une, proposition, émanant de Delphine Benz que je voudrais, remercier, hem, pour marquer l'anniversaire, le sinistre anniversaire de l'agression et de la guerre d'agression, de la Russie contre l'Ukraine. Marquer aussi l'engagement de notre établissement, dans ce qui peut être fait à notre échelle, celle d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français dans une, ville de province, pour, signaler à la fois l'intérêt intellectuel, et le soutien qu'on peut porter à, la cause ukrainienne dans cette période trouble. On se situe donc 4 ans après, le démarrage de cette guerre d'agression et cette journée, je crois, se passe, au cœur d'un moment où, le niveau d'embrasement planétaire a rarement été aussi élevé et où, toute, réflexion autour du concept de guerre, du concept de paix, des notions qui paraissaient simples de droit international, paraît extrêmement urgent. Et je suis très heureux et fier que Sciences Po Grenoble, accueille, son excellence l'ambassadeur Toczynski, car cela illustre, un attachement à la fois à la défense du droit, cela illustre aussi notre ouverture au monde, ce qui est, notre devise. Cela illustre aussi notre engagement au service d'un certain nombre de valeurs. Être la défense du droit, pour moi, est fondamentale, à la fois le droit international. On a rappelé dans un vœu qui a été voté, au conseil d'administration l'année dernière, à quel point, en tant qu'institution d'enseignement supérieur et de recherche, nous étions aussi attachés au respect de principes fondamentaux du droit, mais aussi du droit international, mais nous sommes aussi attachés au respect de principes démocratiques. Et c'est, je crois, j'en ai discuté tout à l'heure avec monsieur l'ambassadeur, ce qui est une différence fondamentale dans la guerre dont nous discutons aujourd'hui, celle de l'attaque par un régime autoritaire d'une démocratie. Une démocratie avec ses faiblesses, sans doute ses débats internes, ses alternances, ses mouvements, ses mobilisations. Quand j'étais étudiant ici, on me parlait, de la révolution orange, par exemple, mais une démocratie dans laquelle le pouvoir est exercé à travers ses représentants par le peuple. L'ouverture au monde maintenant, l'ouverture à tous les mondes, y compris le Conseil de l'Europe et ces instances internationales qui sont fondamentales, et l'ouverture au monde au pluriel, comme vous pouvez le voir ici, ce qui veut dire aussi l'ouverture à des prises de position différentes, à des manières de voir le monde qui sont plurielles. Et c'est la richesse qui fait, je crois, cette richesse qui fait, je crois, la force de notre établissement. Et puis, Sciences Po Grenoble est la défense, des valeurs qui peuvent paraître assez naïves, mais qui pour moi sont fondamentales aujourd'hui. D'abord, celle de solidarité, et je crois que le fait de tenir ces journées-là, c'est une marque de solidarité avec un peuple qui résiste depuis maintenant 4 ans dans des conditions extrêmement difficiles. Et une deuxième valeur fondamentale, la paix, le souci de la paix, la volonté de préserver cette paix qui n'existe pas et qui est, heu, qui est à retrouver dans des conditions qui sont évidemment difficiles, et je ne vais pas m'avancer. Et la paix d'ailleurs, nous en parlerons aussi demain puisque nous aurons, l'honneur de recevoir madame Oleksandra Matviïtchouk. Je vous invite aussi à venir, qui est prix Nobel, de la paix ukrainienne. Elle a reçu son prix Nobel en 2022 pour venir me parler de la condition des femmes dans la guerre. Je voudrais terminer cette intervention en remerciant à la fois évidemment, son excellence Mykola Toczewski pour, sa présence, l'association EIM, l'école ici et maintenant, qui, d'ailleurs, réalise une collecte de fonds, pour, l'Ukraine, et je vous invite, c'est sur le site de Sciences Po, à y contribuer. L'association Ukraine Grenoble-Isère, notamment, Tania Lubček, qui a mis en relation, notre établissement, par l'entremise de Delphine Benz avec, des hautes personnalités ukrainiennes que nous sommes très fiers d'accueillir.
Kelvin Benz, je l'ai déjà cité, mais aussi toutes les équipes de Sciences Po Grenoble, de la communication, aux finances, en passant par, la DSI, et cetera, qui permettent à cet événement de se tenir. Et je voulais, pour finir, remercier, ça me permettra de lui passer la parole, mon collègue, le professeur Franck Petiteville, qui est le vice-président en relations internationales et qui est surtout un expert en relations internationales et qui va faire quelques mots d'introduction pour, heu, mettre, la prise de parole de monsieur l'ambassadeur dans le contexte intellectuel qui prévaut. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Merci Sylvain, merci monsieur le directeur. Je suis très honoré de recevoir, l'ambassadeur Nicolas Toczetski, représentant permanent de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe, même si j'aurais évidemment, comme nous tous, souhaité, le recevoir pour, célébrer autre chose que les 4 ans de cette guerre dévastatrice en Ukraine. Alors je peux juste corriger à chaque fois qu'on a fait du qualificatif expert de relations internationales, je réponds: «Non, je suis un généraliste de relations internationales», mais en effet, je me souviens avoir fait cours avec notamment, il y a 4 ans, une étudiante ukrainienne qui était ici, je passais le temps à la salle, Anastasia, qui, au moment même où, se déclenchait la guerre en Ukraine, et je pense qu'il n'y a pas probablement un jour où en cours de relations internationales, j'en ai pas parlé à mes étudiants, en suivant le fil de cette, triste actualité. Alors vous m'avez vu prendre des notes là pendant que, ouais, Simon, Persico parlait, c'est parce qu'en fait j'ai appris en entrant dans cette salle de conférence que j'avais quelques mots à dire. Du coup, ça va être un petit peu, un peu éparpillé. Mais ce sera justement un test pour savoir si, j'ai quelques points de repère sur cette question, et je parle évidemment sous le contrôle de monsieur Tetchetski si, les faits ou les chiffres que j'avance, me paraissent approximatifs. On est donc à 4 ans d'une guerre qui engage non seulement l'Ukraine, mais évidemment, l'Union européenne. Je pense juste par quelque chose, si vous pensez que c'est une guerre à distance, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, par exemple, les bâtiments flambant neufs de la délégation de l'Union européenne, c'est-à-dire l'ambassade de l'Union européenne à Kiev, ont été pulvérisés par un bombardement russe, très ciblé, hein, pas du tout un accident de tir. C'est bien que derrière, l'Ukraine, il y a, une intention délibérée du Kremlin, de toucher l'Europe et de déstabiliser l'Union européenne. Et par ailleurs, comme vous le savez, tout a commencé en 2014 lorsque l'Ukraine commence à être intéressée par un partenariat économique avec, l'Union européenne. Il n'était pas question de l'OTAN, et pour Poutine, c'était juste insupportable que l'Ukraine se rapproche de l'Union européenne au détriment de la Russie, ou ce qu'il analysait comme une forme d'éloignement de l'influence de la Russie. Alors à 4 ans, il y a des conflits, il y a une expertise pour les coups qui vient de sortir du Center for International and Strategic Studies, un célèbre think tank, américain, basé à Washington, créé au début des années 60 et donc au début de la guerre froide, au milieu de la guerre froide comme vous voulez, qui chiffre à 500 000 le nombre de, combattants tués en Ukraine, dont les 2 tiers de Russes, sur mentalité russe due à ce que certains collègues ont appelé, la doctrine militaire russe de l'infanterie jetable, heu et une situation militaire, qui est, figée au fond depuis 2023. Si vous regardez, les cartes qui sont là, en fait, c'est assez frappant de voir que la carte depuis la fin 2023 n'évolue pas, et ça, il faut le rappeler parce que ça contredit la propagande quotidienne du Kremlin sur la victoire inéluctable de l'armée russe qui prend du territoire, à l'Ukraine. En réalité, ce que montre bien ce rapport de ces think tanks, c'est que, je dis souvent, l'armée russe occupe environ 20 du territoire, ukrainien, mais ça inclut la Crimée, et en réalité, donc depuis 2022, l'armée russe n'a conquis que 12 du territoire, ukrainien, et sur les 2 dernières années, là encore, la source, c'est le rapport de cette think tank. Sur les 2 dernières années, depuis début 2024, l'armée russe a annexé, oui, agrandi étendu ce pétrole sur moins de 2 du territoire ukrainien, pour un prix humain de soldats qui est phénoménal.
Hem, alors, comme par ailleurs la situation est figée sur le terrain et qu'en gros, cette situation, cette résistance remarquable, extrêmement impressionnante, non seulement de l'armée ukrainienne, mais de la population ukrainienne, de la société ukrainienne face, à l'agression russe et à l'armée russe. Hem, Tout ce que Poutine a trouvé ces dernières, années, c'est, de démoraliser, de terroriser la population ukrainienne, en, lui infligeant chaque nuit maintenant, à peu près depuis des années, un tir de barrage, de missiles, drones. Dans chiffre, monde de ces derniers jours, 288 missiles lancés pour le seul mois de février qui vient d'être écoulé, plus des milliers de drones. Une grande partie, vous savez, qui viennent des fameux drones Shahed, de l'Iran. Et par ailleurs, la destruction systématique des infrastructures énergétiques, je ne vous apprends rien, et des crimes de guerre commis à grande échelle. Tout le monde se souvient des images terrifiantes et de la ville martyre de Butcha, et puis des villes ukrainiennes qui, les unes après les autres, sont, visées toutes les nuits par des missiles, des drones, ce qui, le fait se caractérise par une violation, on peut dire quasi quotidienne depuis 4 ans des conventions de Genève par l'armée russe, c'est-à-dire l'absence de discrimination entre cibles militaires et population civile. Il suffit de regarder, la dévastation totale de Mariupol, pour ceux d'entre vous qui ont vu ce film, ce reportage remarquable qui s'appelle «Un à Mariupol». Et petit détour par les Nations unies aussi. Les Nations unies, ont créé, enfin plus précisément le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui siège à Genève, a créé une commission d'enquête internationale, en 2022 pour enquêter sur les violations du droit international humanitaire en Ukraine. Heu, les derniers rapports, de manière récurrente, fait état de crimes de guerre, mais aussi de crimes contre l'humanité, notamment la torture, systématique de prisonniers, ukrainiens par l'armée russe. Heu je passe aussi sur, enfin je passe, oui, je ne passe pas d'ailleurs, sur la déportation d'enfants ukrainiens, qui a été notamment l'argument retenu par la Cour pénale internationale pour, lancer un mandat d'arrêt contre Poutine en 2023. Voilà, donc heu, l'armée russe se comporte en Ukraine exactement comme si les conventions de Genève n'avaient jamais existé, et je dirais que probablement les crimes de guerre sont commis quotidiennement depuis 4 ans. Donc la résilience, même si les Ukrainiens en ont probablement assez d'entendre ce terme, de du peuple et de la société ukrainiens sont absolument impressionnants. 2e armée du monde, hein, la Russie. Hem, Quelques mots peut-être sur le Conseil de l'Europe, et là, bon, je parle sous notre micro, l'organisation intergouvernementale qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, créée en 1949 si ma mémoire est bonne. Hem, vous avez Si vous ne connaissez pas le Conseil de l'Europe, vous en avez une image très floue, vous connaissez certainement la Convention européenne des droits de l'homme qui a été adoptée en 1950, et la Cour européenne des droits de l'homme qui a été installée pour, veiller au respect par les États du Conseil de l'Europe, des principes de, la Convention européenne des droits de l'homme, qui, au fil du temps s'est élargie, et les points comptait 47 États membres avant, le début de la guerre en Ukraine. Donc l'organisation que qualifie souvent de pan-européenne, hein, qui a un spectre géographique qui va bien au-delà des 27 pays de l'Union européenne, et auquel la Russie appartenait jusqu'à ce que le Conseil de l'Europe, dans les premiers mois de la guerre, en mars 2022, décide d'exclure, la Russie, de cette organisation. Alors il y aura peut-être d'autres questions. C'est vrai on est rentré dans une période aussi très, très incertaine avec, le retour de Trump à la Maison Blanche, qui était vraiment pas la meilleure nouvelle, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Européens. Moi, j'avais souvent coutume de dire aux étudiants pendant le premier mandat pendant le mandat de Biden, dans le grand malheur des Ukrainiens, ils ont quand même un peu la chance d'avoir eu Biden plutôt que Trump. Heu et là, en fait, il suffit, sans être expert, de superposer les souvenirs que vous avez de l'audition absolument humiliante de, Zelensky, Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche en février 2025, et l'accueil en grande pompe de Poutine, en Alaska en août dernier. Mais par ailleurs aussi, si vous avez certainement vu, passer les commentaires et les analyses sur le plan été dit de paix pour l'Ukraine de l'automne dernier, un plan concocté par Trump et ses conseillers,
qui demandait rien de moins que la cession du Donbass, à la Russie, la renonciation de l'Ukraine à toute candidature à l'OTAN, l'amnistie pour les crimes commis et j'en passe. Et donc on est entré avec Trump dans une période de grande incertitude et d'une certaine manière, l'européanisation de cette guerre est plus obligée que jamais. C'est-à-dire que les Européens doivent vraiment plus que jamais prendre leurs responsabilités dans la protection et les garanties, les fameuses garanties de sécurité, que l'on doit à l'Ukraine. Voilà, je m'arrête là et je cède immédiatement la parole à monsieur, Nicolas Tchetchesky. C'est pas le passé. Heu heu, Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Tout d'abord, je voulais bien remercier monsieur le directeur, professeur de Sciences Po de Grenoble, heu, ma compatriote, ma collègue, Tania Lubcek, qui est, la présidente de l'association Grenoble Ukraine Isère, pour cette invitation. Comme vous pouvez imaginer, je suis un diplomate de carrière. C'est pas seulement que je suis, disons, peux faire la lecture, surtout, heu, en présence de telles audiences. Heu, je me permets, bien sûr, un petit peu regarder mes notes, même parfois lire, et pas simplement qui ont été d'ailleurs préparées par moi-même. Heu, je vais parler de ma propre expérience, mes idées que je essaye de vous expliquer sur la genèse de cette guerre. Je vais parler de l'escrit que la Russie a voulu faire, mais elle n'a pas réussi. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je vais bien sûr parler de résilience du peuple ukrainien qui, disons, dans les parenthèses, grâce à Poutine, devenu vraiment une nation politique. J'ai dit nation politique parce que nous avons plus que 100 ethnicités en Ukraine. Et je dois vous dire que cette unité que notre nation montre en même temps pendant ces 1470 jours de la guerre, je ne pouvais pas imaginer. Si vous allez me demander, est-ce que je vraiment sûr que cette unité sera durer si longtemps? Je vais commencer par dire que je suis persuadé, et comme beaucoup des autres diplomates politiciens, que cette guerre, ce n'est pas un simple conflit régional. C'est un projet qui a été préparé depuis longtemps par le dirigeant moscovite russe, Poutine et son équipe. L'invasion à grande échelle n'a pas été une réaction spontanée à des événements isolés. Vous allez peut-être eu la possibilité à lire qu'il y a déjà le fait que il voulait déjà commencer l'invasion à 2020. Mais euh, certains faits ne sont pas été à son côté. Cette guerre, est devenue la conséquence d'une politique ciblée dans le cadre de laquelle l'Ukraine était considérée non comme un sujet à part entière de la relations internationales. Vous savez que Poutine, la dernière fois, il disait même que c'est lui qui a construit l'Ukraine. Euh, Vraiment, ses connaissances historiques sont profondes. Euh, Nous sommes persuadés que c'était la guerre qui devait euh, servir à contrôle politique total. Il voulait nous faire une autre Biélorussie. Et la préparation de l'invasion
a été formé pas simplement à la planification militaire, mais aussi à un ensemble de mesures informationnelles, excusez-moi, un mélange de langues anglaise, ukrainien et française, et la politique. Parallèlement à la construction, planification militaire et préparation des troupes, il fait une propagande médiatique et politique énorme. C'était une préparation complète de services spéciaux et la pression informatique sur via les chaînes qu'il a bien établies. Vous savez très bien, Russia Today et les autres au monde entier. Certains, je ne parle pas de la presse, mais certaines institutions existent jusqu'à ce moment-là, c'est la maison russe, Rусский дом, et comme beaucoup de diplomates russes, cette maison aussi pleine de, disons, activistes des services spéciaux russes. Ça nous montre que l'agression était envisagée non seulement comme une campagne militaire, mais comme une tentative d'éprouver l'Ukraine de son statut d'État. Et précisément dans le contexte qu'il faut comprendre, les objectifs politiquement annoncés par Poutine pendant, au début, ou à la veille et après le jour, le 24 février, c'est quoi cette guerre? Il a annoncé 3, c'est démassification, démilitarisation et de empêcher l'Ukraine d'intégrer dans l'espace européen et euro-atlantique. Derrière le voile idéologique de la dénazification et de la démilitarisation, il se cachait un véritable objet. Le changement forcé du pouvoir à Kiev, à la capitale de l'Ukraine, le changement du gouvernement et mettre quelqu'un qui sera plus confortable comme certains des leaders de nos voisins à Moscou. Le caractère de l'offensive durant les premiers jours de l'invasion, progression rapide vers la capitale, tentative de prise d'aérodromes, des quartiers gouvernementaux et des centres de commandement ne correspond pas à une pression militaire simple. Il s'agissait d'un scénario typique d'opération visant à changer le leadership politique. Comme vous avez vu, ça a vu sur quelques heures, tout est prêt. Dans cette logique, la guerre n'a pas été menée pour obtenir les concessions, mais pour éliminer l'indépendance de l'État. Au minimum, il a pensé qu'il va prendre l'est sud de l'Ukraine. Il même rappelait le nom de ces territoires qui sont été la partie de l'Empire russe, comme Malos, petite Russie. La démilitarisation déclarée signifie en réalité priver l'Ukraine de la possibilité d'assurer elle-même la défense et d'être membre de l'OTAN. Je me souviens très bien les premiers pourparlers en tant que participant avec les Russes quand ils n'ont pas arrivé à prendre Kiev à 3 jours, que les Russes a mis l'ultimatum, c'est ça, comme quoi on doit avoir maximum 40 000 l'armée. En réalité, vous êtes au courant que l'Ukraine, c'est le pays en taille que la France, chez nous que la police frontalière avec la Biélorussie et la Russie, qui est presque 3 000 kilomètres, c'est 40 000, c'est plus, c'est presque 60 000 policiers. Avoir l'armée 40 000 personnes pour le pays qui est grand, c'est quelque chose d'artificiel et je pense que c'était l'idée. Démilitarisation, je me souviens très bien, ils ont proposé que nous n'avons pas le droit d'avoir la longueur
des missiles plus que 40 kilomètres. Écoutez, le César, avec une explosive, c'est presque cette distance-là. Ce n'est pas un missile. En plus, ils ont même pas été au courant que nous avons signé beaucoup de désaccords sur la non-prolifération et sur l'utilisation des lanceurs pour notre nécessité civile. Et d'après l'agrément, c'était 280 kilomètres parce que à Dnipro, on continue à produire les lanceurs pour l'utilisation civile et par exemple, le projet Silong qui a été à Long Beach aux États-Unis, c'était notre lanceur qu'on a fait en Ukraine. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a proposé, c'était vraiment faux et c'était vraiment pour décapituler, détruire le pays. C'était une guerre dans laquelle le terme dénazification a été utilisé comme un instrument de génocide. Autrement, je ne peux pas l'appeler parce que si vous allez regarder la combinaison ethnique ou ethnicité des membres de notre gouvernement, vous allez voir les Juifs, les Tatars, les Caraïbes, les Polonais, les Russes, les Hongrois. C'est-à-dire que il fallait dénazifier chaque de cette groupe ethnique dans ce cas-là. Mais la raison pour laquelle ils ont utilisé cet terme, c'était plutôt de détruire la nation ou les gens qui sont été contre de cette idéologie qui s'appelle le monde russe, Ruski Mir, qui a été d'ailleurs développé avant Poutine, mais qui l'utilise avec un grand plaisir. C'est-à-dire, l'agression ne visait pas seulement le territoire, son objet était détruire l'indépendance de l'Ukraine, sa capacité de prendre les décisions de manière autonome, choisir les alliés et déterminer son propre développement. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas bien calculé. Après 33 ans de l'indépendance de l'Ukraine et centaines des années de vie quotidienne ensemble, certaines parties de l'Ukraine ou à l'URSS ou l'Empire russe, ils n'ont pas compris que ce sont deux nations différentes qui se fondaient pas simplement ethniquement aux différentes idées, mentalités et les cultures, mais aussi l'histoire a été complètement différente malgré que, comme je vous le disais, certaines parties de l'Ukraine appartenaient à l'Empire russe depuis les centaines d'années. Le plan russe reposait sur la théorie d'un blitzkrieg rapide, c'est-à-dire faire ça très vite, une frappe soudaine devant créer une panique, provoquer une panique au gouvernement. Et Moscou, bien sûr, pensait organiser cette invasion comme un instrument de pression politique sur les États occidentaux. Vous vous souvenez très bien qu'en décembre 2021, Poutine a déclaré comme quoi il veut bien que l'OTAN démarre et l'OTAN parte de ses obligations et que les pays membres de l'OTAN doit reculer jusqu'à 1997 au niveau de présence militaire sur le territoire des niveaux pays meneurs. L'exigence de retour de l'OTAN aux frontières de 1996 signifie non seulement une question militaire, mais aussi une révision de l'ensemble des systèmes de sécurité formés après la deuxième guerre, après la guerre froide. L'année 1997 possède une signification symbolique. Elle précède les vagues l'élargissement de l'Alliance en Europe centrale et orientale. En réalité, il s'agissait de restaurer une division des continents en zones
d'influence. Il toujours utilisait, il, comme j'ai dit, il, c'est Poutine, c'est le moscovite qui prétendait qu'il a le droit à décider pour ceux qui sont à la frontière avec 7 pays, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire et dans quelle manière. En réalité, il s'agissait de restaurer, comme je vous ai dit, des zones d'influence et il disait toujours que les Occidentaux doivent comprendre leur réalité sur le terrain. C'est-à-dire, il déjà donnait le signal comme quoi il va annoncer. Dans cette logique, l'Ukraine occupait une place clé pour beaucoup de raisons. Culture, religion, euh, certains, comme je vous ai disais déjà, territoires appartenaient à l'Empire russe après l'Union soviétique, mais comme quoi le succès militaire rapide devait produire un effet politique de convaincre les pays européens sur l'absence de la nécessité de résister et accepter l'ultimatum de Poutine sur, sur l'OTAN. L'invasion, comme je vous ai déjà dit, poursuivait deux objectifs. D'un part, elle devait modifier le statut politique de l'Ukraine. D'autre part, devenir un moyen de négociation avec l'Occident. Dans le cas d'Ukraine, l'Ukraine était considérée non seulement comme un objectif, mais aussi comme instrument de démonstration de capacité et de la volonté de réviser l'ordre international. Cependant, les calculs ne sont pas été réalisés. Les institutions étatiques ont continué à fonctionner et la nation ukrainienne et l'armée a poursuivi une résistance coordonnée. La défense de Kiev, défense de Kharkiv, Zaporizhia, libération de l'île de Kherson sont devenus un tournant, euh, game, game changer. Tournant, car l'élément principal du plan, tel la chute rapide d'État, la raison de cet échec ne sont pas seulement militaires, mais aussi politiques et sociales. Le script suppose que l'État perde sa capacité de gouvernance et ne pourra pas organiser la défense. Mais pour cela, il fallait que la nation ou la population, comme vous voulez, ne fasse pas confiance au pouvoir, à soi-même, à l'administration, au pouvoir locaux et à la société civile, qui est le plus forte en Ukraine. Et ça, c'est aussi la tradition. Vous savez très bien que, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le président de la République Macron qui a utilisé le prévu rien sans Ukraine, rien sur l'Ukraine sans Ukraine. Mais ce slogan, elle est très vieille, elle se date, et je ne parle pas de l'Ukraine, je parle des slogans qui ressemblent du 15e, 14e siècle, quand on a était la partie de l'unité lettono-polonaise et chaque région, si on avait si on peut utiliser ce mot pour l'instant, chaque romade, chaque communauté toujours utilisait à dire qu'au capital, c'était ou à Varsovie ou à Vilnius, à Vilnius, quand on voulait prendre la décision qu'est-ce que cette unité doit faire, chaque communauté toujours disait rien sur nous sans nous. Et il y avait une autre expression qui aussi a été inventée cette année, pendant cette guerre-là, mais dans tous les cas, elle est très connue dans 3 pays, Lettonie, Pologne et l'Ukraine. Pour notre et votre liberté. C'est quelque chose qui continue
tenir ensemble. La raison de cet échec, comme je vous ai disais, pas simplement militaire, et la confiance que le peuple ukrainien a démontré au devoir a été claire et nette. Aussi, ce qu'il a été très nécessaire à comprendre. Le président et certains membres du gouvernement n'ont pas quitté qui ne sont pas hésité aucune minute de rester au capital. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais peut-être vous avez entendu rumeur ou vous avez lu. Il y avait 3 propositions de différents de dirigeants des grands pays à quitter le Kiev. Il a refusé et vous savez cette expression, disait: «Je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin des armements». Heu et c'était aussi une pièce tournante pour beaucoup d'élus. Même je dois vous dire que même moi, quand je partais avec l'équipe des gens pour soi-disant pour parler avec les Russes en Biélorussie, et on toujours posait la question, heu, où est-ce qu'il est le président? Le rôle de leader dans les situations, difficiles, dures et avec une, désinformation énorme, est plus que, nécessaire, et le leader toujours doit rester pour former le moral des gens. Le facteur d'hygiène. Dans le conflit moderne, l'efficacité de la défense dépend non seulement de l'armée, mais aussi de la volonté de la population de soutenir le fonctionnement des pays. L'initiative des volontaires, la défense territoriale, l'aide des civils aux administrations et unités militaires ont créé un environnement dans lequel l'armée n'agissait pas isolément, mais comme une partie de la société. On a été, surtout au premier mois de la guerre, et on reste toujours une. Malgré qu'on critique l'un l'autre, ce qui est normal pour la démocratie. Malgré que parfois il y a plus de critiques qu'il nous faut, parce que c'est toujours public et notre agresseur, il peut toujours utiliser l'information. Comme c'était déjà dit avec une formidable présentation par notre collègue Franck, oui, la puissance, la deuxième puissance au monde, comme la Russie s'est présentée, est un petit peu été révélée et erronée. Depuis 2014, parce que c'est de cette année-là qu'on calcule la guerre moderne entre l'Ukraine et la Russie se trouvait, disons, avec les pertes énormes. J'ai regardé les statistiques de la fin du mois de février. C'est 1 million, excusez-moi, 267 soldats qu'ils ont perdus déjà dans cette guerre. En même temps, la Russie se trouvait enfermée dans son propre militarisme en tant que le système de gouvernement hiérarchique a été déformé. Ils ont toujours pas libre à prendre la décision comme chaque soldat ou les officiers ukrainiens. L'un des phénomènes de l'armée ukrainienne, que grâce à mentalité, la culture, l'histoire, et si vous voulez, même comme Tania m'a rappelé la chanson ukrainienne, on reste et on est les gens libres. Chez nous, les soldats, les officiers, s'ils n'ont pas les ordonnances concrètes, ils sont isolés des communications avec ces supérieurs, ils prennent la décision eux-mêmes. Ils réagissent comme les soldats d'après le statut ou d'après la situation qui correspond.
Comme je vous ai déjà dit, la suite de l'échec de la tentative de prise rapide de la capitale, Poutine s'est éloigné de la rhétorique qui est dans 3 jours. Dans l'espace d'information, surtout après l'offensive en l'été 2022 et après 2023, ils ont commencé un discours sur la possibilité de mettre fin à la guerre par des négociations. Mais c'est comme toujours, vous savez, quand ils parlent de négociations, ils se préparent pour quelque chose d'autre. Et on le sait déjà des siècles. S'ils ont à l'avance, ils ne parlent pas de négociations. Si l'agression commence à être présentée non plus comme une guerre contre l'Ukraine, l'avance, mais les Ukrainiens commencent, comme c'est d'ailleurs printemps, à la fin de février, début de printemps, ils commencent à parler que ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre entre la Russie et les Occidentaux ou l'OTAN. Ça changeait toujours. Cette année-là, euh, exactement le 24 février 2026, Poutine a proclamé la nouvelle justification de cette agression. Et ici, il faut faire attention parce que il ne s'agit pas simplement de l'Ukraine. Il a dit que cette guerre, il fallait nécessaire de protéger l'avenir de l'État. C'est un petit peu déjà une compréhension qu'il n'arrive pas à prendre toute l'Ukraine. Et la deuxième chose qui est un petit peu nécessaire à savoir, il formule que les accusations contre l'Ukraine et les États occidentaux concernant la préparation des actes de sabotage contre l'infrastructure russe dans la mer Noire. Il parle de certaines lignes de pipeline, excusez-moi, qui transportent des gaz vers la Turquie, mais aussi ce qu'il est un petit peu, pas nouveau, mais un petit peu préoccupant, c'est qu'il parle que certains pays occidentaux, inclus la France, sont prêts à transférer d'armes nucléaires à l'Ukraine. C'est encore une fois, je veux bien désavoyer ça parce que nous restons un pays libre, même avec 18%, de peu plus que 18% territoire occupé. Mais nous continuons à respecter les traités sur la non-prolifération, sur la maîtrise des armes, et nous n'avons pas le droit d'accepter jusqu'à ce moment-là n'importe quel armement nucléaire sur notre terre. Nous avons le droit à développer le nucléaire, mais civil, et en tant que pays qui a eu avant ces attaques de cet hiver, presque 67% de la production électrique de notre station atomique. On doit avoir certaine éducation, comment ça fonctionne. Mais au niveau d'avoir les armes nucléaires, ça non-respect des traités qu'on a signés puis auxquels on a adhéré encore en 1900. Le premier, c'était signé en 1993. Durant les périodes d'hostilité active et d'échec offensif, l'accent a été mis sur la possibilité de cesser le feu, je vous ai disais, cette fois-là. Mais par conséquence, je vais vous dire, par conséquence, même si Poutine ne pourrait pas prendre pour l'instant par les forces militaires, dans sa tête,
les 2 objectifs, 3 des objectifs que je vous ai cités avant restent dans la tête. C'est pour ça qu'elle parle de la nécessité de libérer certaines régions de Oblast, de district de Donetsk. Parce que c'est de cette, disons, point-là où on peut librement avoir la contre-offensive à l'avenir vers Dnipro, Kharkiv et même d'ailleurs de Kiev. Et c'est pour ça nous expliquons à nos partenaires, à certains, parce que les autres, comme la France, ils le savent très bien, que nous ne pouvons pas, à aucun prix, laisser ce territoire. La deuxième chose qui est plus dure à négocier avec, dans le cadre des 3, pour l'instant, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, ça l'appartenance à station atomique à Zaporizhzhia. Les Russes, ils veulent obligatoirement que ça appartienne à la Russie, au minimum avec la gouvernance ou présence des Américains, mais pas l'Ukraine. Mais le reste, moi je pense que c'est possible à négocier. Je vous ai parlé, je vous ai dit au début que je voulais vous dire un petit peu quelques mots sur la résilience ukrainienne et consolidation et innovation. Bien. Iscu a sous-estimé l'un des facteurs clés de capacité de résister de la société, malgré qu'ils ont mis les gants d'argent à acheter différents politiciens avant l'agression ouverte. Les calculs d'une démoralisation rapide n'ont pas été confirmés, même dans les conditions de dangers permanents et de pression psychologique. La société ukrainienne a conservé sa capacité de mobiliser et sa volonté de résistance. Dans telles conditions, la défense cesse d'être uniquement la tâche de l'armée, elle devient une affaire commune de la société. Les forces de défense et de sécurité de l'Ukraine se sont renforcées non seulement quantitativement, mais aussi avec les qualités. Parallèlement aux moyens traditionnels de conduite de la guerre, les nouvelles solutions technologiques se sont développées rapidement. Je dois vous dire que en Ukraine, pendant les périodes différentes de notre présence à tel empire ou à l'autre, il y avait toujours une école technique présent, très fort présent. Sans être le pays qui n'a pas eu avant la guerre les missiles de range moyenne ou loin, nous, nous-mêmes, on a développé cela et vous savez que fameuse Flamingo a maintenant la distance à 3000 kilomètres. D'ailleurs, on a détruit le plus grande usine de la production des chaquettes à Tatarsan. Aussi, nous avons développé les systèmes sans pilote et ça fonctionne très bien. Les missiles, les drones et systèmes sans pilote, ils font un grand travail maintenant sur le champ de bataille qui, je vous rappelle, est plus que 1347 kilomètres. C'est grand. Et avec la quantité de soldats que nous avons et les possibilités de recruter plus sans limiter, je pense que cette possibilité aux Ukrainiens à adapter très vite à la guerre moderne, il permet de tenir le front. Et comme je vous le disais, les derniers
Dixmude, on a récupéré à sud-est de l'Ukraine de Zaporizhia, dans la direction de Vyaipole, plus que 400 km². Bien sûr, aussi, il faut reconnaître qu'Elon Musk nous a aidés parce qu'il était prévu de la Russie. Les Russes, ils ne peuvent pas utiliser les Starlink qui ne sont pas enregistrés. Et le système de communication entre les unités russes est devenu très mauvais. Quand je vous disais que c'est la guerre pas simplement pour le territoire, c'est aussi la guerre plutôt pour notre culture. Pendant ces 2 ans et plus des années de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, on constate une destruction systématique de l'environnement culturel en Ukraine. De 1685 des sites et patrimoines ont été endommagés. 400 théâtres, vrais théâtres de grande quantité et des musées historiques ont été détruits. En total, si on ajoute ici le club, c'est place les gens dans les villages se réunissent ou dans les romades, dans les communautés se réunissent, ou les bibliothèques qui normalement présentes dans chaque village. Pendant ces 10 ans de la guerre, en total, les Russes, ils ont détruit 10 483 éléments d'infrastructure culturelle. Donc, 507 sont été détruits complètement. Je me souviens quand je suis venu avec l'un des premiers, l'équipe, après la libération de Kupiansk en 2022, j'ai entré dans une bibliothèque et j'ai vu que tous les livres sont été enlevés et détruits. Je disais déjà à certains de vos journalistes, chez nous, honnêtement, ils ont laissé un livre sur l'armée russe seul dans cette bibliothèque. Et vous comprenez que c'est vraiment la guerre pour l'identité. Où la rhétorique, la dénazification a acquis un autre sens. Elle devient un instrument de la délégitimation de l'État ukrainien. Et si l'État a présenté comme historiquement illégitime, alors cet élément peut être justifié comme une action nécessaire. Bien sûr que j'ai beaucoup encore de notes, mais je vois que je vous ai fatigué déjà un petit peu. Je veux parler du fiasco géopolitique de la Russie. Ils ont perdu déjà au fond des batailles contre l'Ukraine. Dans tous les cas, le gouvernement existe, il fonctionne, malgré l'occupation de moins de 20% de le territoire ukrainien. L'Ukraine a sa souveraineté à décision. Elle se défend. Il y a encore un fiasco géopolitique du Kremlin parce que la volonté de la Russie était d'empêcher l'élargissement de l'OTAN. Mais vous le savez très bien que des pays qui sont été neutres depuis longtemps, Finlande et Suède, sont devenus les membres de l'OTAN. Ils ont choisi, d'après eux, et ce que je supporte complètement, la décision plus correcte pour se protéger contre cet agresseur qui pouvait, s'il prenait toute l'Ukraine, continuer cette agression contre l'autre voisin. Et la Finlande, c'est un pays qui connaît très bien c'est quoi la Russie agressive, qui ne cessait jamais d'être agressif. Juste, si ils ont une mauvaise économie, ils n'agressent pas.
s'il se développe, si le prix du pétrole est énorme, plus que 90%, ils ont d'argent. Ce sont des argents des régimes politiques, pas pour tous les peuples. Ils décident à attaquer. C'est une seule possibilité d'être le dernier empire presque européen. Je dis presque parce que jusqu'à Oural, c'est l'Europe. Après Oural, c'est une autre partie de la Russie, mais ce n'est pas l'Europe. D'après ce que nous considérons, et l'Occident a peur, la Russie va détruire de l'année à l'autre. Pour beaucoup de raisons, je ne vais pas maintenant s'arrêter ici. Si vous auriez des questions, je pourrais vous répondre pourquoi on pense. Mais dans tous les cas, le fiasco russe au niveau géopolitique, que l'OTAN est en plus une quantité de kilomètres à la frontière russe. L'OTAN euh, s'est réveillé pour les nouvelles stratégies. D'ailleurs, dans beaucoup de situations, grâce au président de votre pays et à la stratégie que votre pays continue à développer. Et je pense que c'est vraiment la minute où je dois passer au moment où je parle qu'est-ce que le Conseil de l'Europe, quand vous avez développé un petit peu, qu'est-ce que le Conseil de l'Europe fait et doit faire ensemble avec 46 pays membres pour préserver les droits fondamentaux, pour préserver la paix en Europe, pour préserver l'état de droit. En 2022, le Conseil de l'Europe, presque unique et première organisation qui a montré à la Russie, la Russie a été invitée, qui était par l'organisation, les législation de laquelle, le statut de laquelle elle respecte. Je voulais vous rappeler qu'en 1948, comme cette institution a été formée à la base encore une fois, de leaders politiques et scientifiques, c'est une plus de ce pays-là, c'était d'éviter la guerre à la longue. Malheureusement, cette guerre est encore présente dans l'un des pays libres, et pas simplement l'Inde. Il y a encore Brésil, vous le savez très bien que les Russes sont présents, sont créés la crise là-bas. Les autres pays comme la République de Moldavie, la Transnistrie est supportée par la Russie. Mais la guerre est présente. Et le but de cette organisation et des pays membres, c'est de faire la justice pour le pays qui est agresseur à 21e siècle. Nous sommes persuadés, comme l'un de votre juges qui a jugé à Nuremberg les fascistes, que le droit international peut être utile pour arrêter le char. Et je vous rappelle que votre juge, Henri de Verbe, qui a jugé à Nuremberg, confirme que les principes selon lesquels l'agression constitue le crime international, le plus grave doit être jugé, doit être la responsabilité. Le Conseil de l'Europe suivit le même chemin. L'état final de cette guerre doit être la responsabilité internationale de la Fédération de Russie. À présent, il
compréhension politique et juridique claire d'un principe fondamental a été formée. La responsabilité des dommages causés doit être incombée à l'État agresseur, excusez-moi. C'est-à-dire l'État agresseur doit émettre. Et c'est le Conseil d'Europe qui a établi le registre des dommages. Cet registre déjà euh, euh, présente plus que 100 000 requêtes posées par les citoyens et les institutions ukrainiennes qui ont été endommagées par cette guerre. Le décembre dernier, un seul membre du Conseil de l'Europe a signé l'accord sur la création de la commission de la compensation. Le registre accumule les enquêtes. Après, il présente les enquêtes à la commission de la compensation. La commission décide quel dommage a été, qu'est-ce qu'on doit endommager aux enquêteurs et quelle somme et d'où cette somme doit venir. Et le troisième élément sur lequel maintenant le Conseil de l'Europe travaille, c'est l'établissement du tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. La création doit garantir l'inévitabilité du châtiment pour le crime d'agression, le crime international le plus grave. Le tribunal sera doté d'une juridiction à l'égard les plus hautes commandes politiques et militaires de la Russie. Il y a déjà le statut. Il doit être d'un semaine à l'autre adopté par la communauté des ministres du Conseil d'Europe. Il y aura une groupe de spécialistes qui ont développé toute sur une roadmap, paramètres, qui est-ce qui doit travailler, combien de jours on doit avoir, quel genre de sécurité le bâtiment déterminé doit avoir. Et je pense que l'un jouera l'autre, l'un moi à l'autre. On va avoir le troisième élément de la responsabilité qui a le fondement nécessaire pour préserver le droit international et le droit des minorités. En conclusion, je voulais vous dire que cette guerre n'a jamais concerné uniquement le territoire ukrainien. Elle est devenue une tentative de modifier les principes même de la relation internationale, le principe selon lequel les États ont le droit de choisir eux-mêmes la voie de leur développement. C'est pourquoi ces conséquences dépassent largement les frontières d'un seul pays. Pour la Russie, pour Kiev, Varsovie, Berlin, Paris, ça compte également. La Russie ne serait pas arrêtée d'elle-même. On doit lui arrêter. Et c'est possible. C'est devenu un deuxième l'armée, mais après l'armée ukrainienne, mondiale. Nous avons arrêté les Russes à Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson. Ils ne sont pas sortis encore même de Donetsk. Ils ont
occupé déjà en 2014. Moi, je pense que ce sera possible, c'était possible, grâce au choix fait par notre nation, qui est devenue même plus forte, malgré qu'on ne parle pas simplement une langue nationale ukrainienne, il y a beaucoup de langues dans cette langue. Et c'est même, je pense que pour ceux qui à Moscou pensent que la langue russe est interdite en Ukraine, ce n'est pas secret que ce n'est pas interdit. Les gens me parlent, mais moins et moins. Mais c'est leur choix libre. Personne ne l'empêche à faire ce choix-là. Bien sûr que cette nation a fait le choix en faveur de l'indépendance et aux droits, les droits fondamentaux que protège chaque pays occidental membre du Conseil de l'Europe. L'Ukraine a payé, bien sûr, un prix le plus élevé des visums. Mais le sens de cette lutte ne réside pas seulement dans la défense des peuples. Il s'agit de préserver les principes selon lesquels la force ne doit pas déterminer la rigueur du peuple. Ainsi, bien sûr qu'aujourd'hui, la question ne porte pas seulement sur les frontières, mais sur les valeurs, sur le droit d'être unis, de vivre dans un monde où la liberté et la dignité ont un sens. En réalité, deux guerres se déroulent simultanément en même temps. La première, c'est une guerre d'armes et de technologies et de ressources. La seconde, pour nous, c'est une guerre de conviction. Cela qui détermine l'issue de la première. Aucune armée ne peut pas longtemps défendre l'OTAN si la société ne comprend pas ce qu'elle défend. Et inverse, même si face à un adversaire le plus puissant, il est possible de résister lorsqu'il existe une connaissance de ce qu'il faut préserver. Moscou a seulement compris maintenant que les Ukrainiens ne sont pas une nation prête à lier son avenir, surtout à régime Poutine, je ne parle pas même de la Russie en général. L'Ukraine est devenue pour lui la porte de l'Europe, une porte qu'il n'a pas réussi à franchir. La capacité des Ukrainiens à résister et à préserver leur souveraineté a montré que la question dépasse son seul État. Aujourd'hui, il se décide de plus que question destin d'un pays qui s'appelle l'Ukraine. Il se décide si l'Europe restera un espace de droit et de la coopération ou reviendra une politique de la force. C'est pourquoi la réponse à cette guerre doit être commune. Elle réside dans la solidarité, le soutien, la préservation des principes sur lesquels repose la société européenne moderne, donc qui sont autres. Et la France était à la base toujours de ces principes. Ici, je dois remercier chacune ou chacun du gouvernement, des nations et surtout du peuple français qui, depuis 2014 et surtout 2022, continue à aider et supporter les Ukrainiens dans cette guerre. Je veux bien dire que, mesdames et messieurs, une seule chose pourra nous aider à l'avenir, et je parle ceci pas simplement au peuple ukrainien, mais en Europe en général. On doit être unis, ensemble, aider aux autres à comprendre qu'est-ce qu'il est faux, qu'est-ce qu'il est vrai, et
N'hésitez pas à expliquer, mais mieux à donner un bon livre à vos voisins, à votre amis, parce que ce n'est qu'en lisant, vous allez avoir une pensée critique. Le reste, avec tout mon respect aux gadgets, au système X, Facebook, Telegram, c'est très facile à être manipulé. Je suis été très content d'être avec lui. La moitié de mon discours que je voulais lire, je n'arrivais pas, je dépassais, mais je serais prêt à répondre à vos questions et traditionnelles. Vive la France et slava Ukraine. Merci. Internet, une première question. Ouais, ouais. Alors, merci beaucoup, monsieur Toczewski. Peut-être pour lancer un peu les débats et laisser à chacun quelques secondes pour réfléchir à la question qu'elle veut poser. J'en lance une qui me taraude ces derniers mois depuis que les négociations de paix ont repris sous, entre guillemets, médiation des États-Unis. Vous êtes diplomate. Dans la négociation diplomatique, il y a quand même un ingrédient qui me paraît essentiel, c'est un seuil minimal de confiance dans l'interlocuteur, dans la délégation, à laquelle on fait face. Comment on fait pour garder, du côté ukrainien, des diplomates ukrainiens, comment fait-il pour garder un minimum de confiance à l'égard des délégations russes lorsque, si une négociation commence le matin, la veille ou pendant la nuit, il y a eu je ne sais combien de centaines de missiles, enfin de drones et des attaques nocturnes sur toutes les villes de Russie. Et puis, si on se reporte un peu dans l'histoire, quand on voit le nombre d'accords internationaux que Vladimir Poutine a violés depuis 4 ans, je rappelle quand même pour mémoire le mémorandum de Budapest 1994, quand l'Ukraine accepte de céder les missiles nucléaires hérités de l'Union soviétique à Moscou, en échange de quoi la Russie s'engage à garantir l'intégrité territoriale et la sécurité de l'Ukraine. Le traité d'amitié russo-ukrainien de 97, dans lequel, là encore, il y a des engagements au respect mutuel, à l'intégrité territoriale et à des garanties de sécurité. Les accords de Minsk 2015-2016 qui devaient garantir un cessez-le-feu dans le Donbass. Et puis, bien sûr, la charte de l'ONU qui, dans ses premiers principes, dans les premiers articles, rappelle l'intégrité territoriale des États, le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, la renonciation par les États à la guerre comme moyen de règlement de leurs différends, et encore les conventions de Genève qui prohibent de cibler les civils pendant les opérations armées. Peut-il a transgressé et violé toutes ces conventions internationales? Comment on garde encore un minimum, je sais bien qu'en diplomatie, il faut négocier avec le diable, savoir le faire. Comment on garde un seul minimum de confiance pour continuer à espérer une sortie de conflit négociée sur la guerre en Ukraine avec des délégations envoyées par le Kremlin? Oui, merci beaucoup, Franck, pour cette question qui est complexe. Euh, je vais commencer par vous dire, nous avons été très bien éduqués par les Russes encore en 1688, quand Khmelnytsky a signé l'accord avec la Russie. Et nous sommes très bien préparés qu'il n'y a pas, il ne doit pas être la confiance pour parler russe. Et je vous rappelle que cet accord a été signé sur la préparation militaire. La moitié de l'accord a disparu, il n'y a pas d'original, et la Russie a brutalement passionné cela. Je dois vous dire que pour finir, cette hypothèse que j'ai développée avec certains collègues, et certains collègues sont développés, moi je le partage complètement, cette guerre a donné la dernière rupture
de cet cercle où on a tourné avec les Russes depuis 1688. Il n'y aura pas aucun à l'avenir quelque chose de confidence à cette négociation. La Russie pourra signer quelque chose qui sera en faveur pas simplement de l'Ukraine, mais aussi en Europe, quand il va sentir la pression ou la force. Les autres, ce sera, écoutez, puisque descend l'accord qu'on a signé pendant ces 30 années de l'indépendance de l'Ukraine avec la Russie. Aucun de ces accords ne respecte pas. Je ne parle pas même des accords internationaux, puis les conventions de Genève, ou, comme vous avez très bien dit, mémorandum de Budapest. D'ailleurs, certains disent que ce mémorandum, il n'y a pas aucune obligation légale. Mais il y a une compréhension, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut que je me, parce que j'ai déjà sorti dans une autre piste. Mais il y a les pays qui considèrent que le droit international, c'est la base de l'existence de chaque pays, comme la France. La France, les Royaume-Uni respectent le monde parce que l'Union et l'Ukraine a devenu agressée, ils ont commencé à aider à l'armée ukrainienne, au peuple ukrainien de se défendre. Même s'il n'y a pas des obligations légales, il y a les obligations morales. Ça dépend du niveau et de la culture légale, le niveau de la culture de la nation, de respecter ou de ne pas respecter. Et je pense que c'est une bonne illustration pour notre voisin agresseur qui prétend être une deuxième puissance, prétendait au monde entier, qu'il y a les pays, par exemple le vôtre, que la puissance peut se représenter par le respect des droits, le respect des coutumes, le respect du voisinage, le respect des obligations qui sortent des droits internationaux. Et si Moscou, autonomie, veut continuer à exister à l'avenir avec une autre région moscovite, ils doivent le comprendre. Et je pense que cette résilience et défense ukrainienne qu'on mène déjà depuis 1478, lui a donné un petit exemple qu'il y a les autres nations que bien sûr, c'est difficile à, vous savez, à écouter les bêtises, les faits historiques qui n'existaient pas, comme quoi, comme je vous ai déjà dit, quelqu'un a créé un pays à l'est centre de l'Ukraine, ou de l'écouter comme quoi c'est qu'hier c'était la mère de toutes les Slaves, ou de toutes les Russes. Comme quoi il n'y avait pas de la culture ukrainienne ou de l'histoire ukrainienne. Mais comme je vous ai dit dans mon discours, nous savons pourquoi nous défendons notre nation, notre peuple et notre territoire. Et ça nous donne la force. Bien sûr, chacun, mais moi, je dois vous dire que ni pas le secret, ce sera aussi à YouTube. Ouais. On a une fatigue. Mais la résilience est double quand on voit qu'est-ce que l'agresseur fait avec nos enfants,
avec nos populations civiles et avec nos familles. Et je dois vous dire que cette résilience, elle n'aura pas jamais la rupture parce que pour beaucoup des Ukrainiens qui sont persuadés, Ukrainiens, je ne parle pas ici d'ethnicité, mais encore une fois, l'Ukraine, c'est une nation politique. Pour beaucoup d'Ukrainiens, si vous voulez, c'est la dernière chance de préserver notre souveraineté, intégrité territoriale et notre honneur d'être un peuple. Je vous remercie. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole aux étudiantes de l'association École Ici et Maintenant, dont je rappelle qu'elles ont lancé un appel à tous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette conférence et merci de nous donner la parole une petite minute pour vous présenter la collecte de fonds exceptionnelle que nous organisons avec l'association EIM depuis le début du mois de février. C'est l'association que nous représentons aujourd'hui, donc l'association École Ici et Maintenant, qui est une association de Sciences Po Grenoble qui lutte contre l'exclusion sociale et scolaire des enfants sur l'ère grenobloise et qui, à l'occasion des Journées de l'Ukraine, s'engage tout particulièrement. Donc oui, à l'occasion des Journées de l'Ukraine, EIM s'engage auprès de l'Ukraine, mais également des enfants ukrainiens, en organisant cette collecte de fonds avec l'association ukrainienne Mérejivle. Ici, c'est le QR code pour accéder à cette collecte de fonds et qui vous permettra de faire un don. Pour vous donner quelques informations, en plus sur l'association Mélodie, elle a été créée en 2021 par une députée ukrainienne pour venir d'abord en aide aux enfants handicapés et aux familles les plus vulnérables dans la région de Soumy. Et elle a évidemment, depuis 2022, non pas arrêté ses actions, mais les a renforcées en venant en aide, voilà, aux familles et aux enfants en tout premier lieu. Elle organise par exemple des distributions alimentaires et des distributions de produits des premières nécessités, de couches et de lait infantile. Elle organise également des formations de premiers secours adaptés aux enfants. Elle suit également des enfants handicapés. Et donc du coup, nous proposons de faire un don sur cette cagnotte. Et bien, tous les dons seront reversés entièrement à cette association ukrainienne qui aide les enfants. Et elle fermera d'ici 2 semaines. Donc nous vous invitons à la partager à un maximum de personnes, à vos proches ou à vos collègues. Alors, un grand merci pour votre solidarité. Sachez que chaque don compte 1 €, 5 €, 10, 50 selon ce que vous pouvez faire. Surtout dans une situation où on peut se sentir impuissant. Chaque petite initiative compte et chaque geste pour essayer de construire, un avenir un tout petit peu plus apaisé. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, à EIM et à Sciences Po. Merci. Maintenant, testing. Ça va être un ouais, excité. J'avance pas assez vite. Et vous pouvez vous lever quand vous avez les questions pour la captation vidéo aussi. Facile, merci. Bonjour, je vous remercie de votre conférence. Du coup, moi, j'ai 2 questions. La première, est-ce que l'Ukraine, cherche activement à établir ou renforcer des partenariats au Moyen-Orient, bah, notamment avec la Syrie ou l'Iran et cetera? Deuxième question, quelle est la position du gouvernement ukrainien vis-à-vis du régiment Azov? Merci. Ah, je vais, je vais vous demander à répéter la deuxième question parce que je n'ai pas entendu le début. Vous avez dit Iran et Syrie? Oui, c'est ça, les 2 pays. Et la deuxième question, quelle est la position du gouvernement ukrainien vis-à-vis du régiment Azov? Merci. Mhm. Oui. Je vais commencer par la deuxième. Le régiment Azov, il fait partie des forces armées et de sécurité de l'Ukraine. Ils sont suivis complètement toutes les régulations des armes.
La première, la deuxième réponse. On ne peut pas. Tout d'abord, ce qui concerne notre position de présence au Orient, au Moyen-Orient. Nous avons presque dans chaque pays du Moyen-Orient les ambassadeurs, sauf Iran, et les Syriens, pour les, disons, raisons compréhensibles. Iran, au début de la guerre, pas simplement aidait à la Russie avec le conseil ou avec une coopération économique, mais il a envoyé les centaines, plus qu'un millier de drones, Shahed 136 et les autres types qui combattent les populations civiles de l'Ukraine. Ils ont donné toutes les technologies de la production de ce genre de drones. Et bien sûr que nous ne sommes pas n'importe quelle volonté à avoir les contacts avec ce pays-là. Avec Syrie, on a eu certains premiers contacts. Ce qui concerne des autres pays de la région, je vous ai déjà dit que dans chaque de ces pays, nous avons les ambassades qui fonctionnent. Il y a certains l'accord de la coopération économique ou de libre-échange avec certains pays de Golfe. C'est-à-dire que notre coopération avec ces pays se développe et la présence, pas simplement diplomatique, mais aussi économique, augmente. Voilà. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Aujourd'hui, c'est le 73e anniversaire de la mort de Staline. Est-ce que la mort de Poutine serait la seule solution à l'impasse ou est-ce qu'il n'y a pas des causes plus profondes de la volonté impériale russe de se maintenir au-delà de l'actuel régime poutinien? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que la, le changement de, disons, le tsar à Moscou, ce n'est pas une seule solution pour ce pays-là. Il y a les problèmes les plus profonds, c'est le système de fonctionnement, c'est le territoire, ethnicité, religion qui sont différents. Tout d'abord, la pratique de création de l'empire de la principauté moscovite jusqu'à l'empire russe a été commencée par l'agression, a été commencée par les mensonges, a été commencée par destruction et pour tenir cet énorme territoire ensemble par la politique qui mène toujours la Moscou, il ne suffit pas simplement de changer le régime. Ce n'est pas la fédération, c'est le pays totalitaire qui, parfois, on pense qu'il y a plus d'agents FSB que la population russe.
Je vous remercie. Добрий вечір. Щиро дякую за цю конференцію. Це було дуже цікаво вас слухати. Точніше, добрий вечір. Щиро дякую за цю конференцію. Це було дуже цікаво вас слухати. J'ai une question, slave Ukraine, j'ai une question en français. Je suis étudiant en Sciences Po. Je m'appelle Gordey. Je suis un Russe qui a quitté son pays parce que je m'oppose à la guerre et que j'étais confronté à une discrimination systématique de la part de mon gouvernement. Euh, en, en mars 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Russes à quitter la Russie afin de ne pas financer la guerre en Ukraine par leurs impôts. Et cependant, en août, il a appelé les pays occidentaux à interdire l'entrée à tous les citoyens russes, y compris ceux qui s'opposent à la guerre, déclarant que les Russes devraient vivre dans leur propre monde jusqu'à ce qu'ils changent leur philosophie. Ma question est la suivante: si des personnes sont punies collectivement uniquement en raison de leur nationalité, sans distinction entre les partisans du régime et ses opposants, cela ne risque-t-il pas de promouvoir l'idée d'une responsabilité collective, une notion historiquement associée à l'idéologie fasciste? Merci beaucoup. Oui, la première question, la deuxième, je sais même d'où ça vient. Je vais vous donner la réponse qui est très simple. Euh, S'il s'agit des crimes de guerre, doit être la responsabilité de la nation. Elle peut être dans les différents moyens. Oui, comme vous avez dit, vous ne supportez pas le régime, c'est pour ça que vous avez quitté, mais c'est aussi la position. Au minimum, comme je vous ai déjà dit, la justice doit être présente sur les grands politiciens qui ont pris cette décision. Mais les autres compatriotes ou celles qui sont de la nation doivent confirmer cette justice dans les différentes manières. Mais sans justice, sans responsabilité, il n'y aura pas de la place pour la paix. Et je suis persuadé qu'après cette guerre, en prochain ou à l'avenir, au futur, la Russie commencera une autre. Pour éviter ce genre de développement, je considère qu'au minimum, la nation doit dire excusez-nous à un peuple qui a été envahi, détruit, écraché et presque au but des forces protège pas simplement les droits fondamentaux et territoires, mais aussi les éléments de base pour être unis. Et si on veut continuer à faire ces études ici, dans ce pays formidable, avec une expertise scientifique au très haut niveau, il ne faut pas simplement quitter le pays, mais faire tout le possible à aider le peuple ukrainien et à ses alliés de gagner cette guerre, c'est-à-dire de retourner les territoires et mettre à la prison les responsables pour cette guerre. Je vous remercie. Ah oui, vous me voyez, le point rouge, je dois me lever. OK, OK. Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur l'expérience de diplomate, un peu dans la continuité de la question de monsieur, Petitville et de savoir, en fait, en tant que diplomate, dans les années 90, donc quelles étaient, en fait, les ambitions impériales, les discours, de la Russie par rapport à l'Ukraine? Parce que c'est un moment de l'histoire qu'on on regarde pas trop, depuis la France
Et par rapport à ces ambitions impériales, donc à partir de 91, quel était le travail diplomatique, en fait, de l'Ukraine et de ses alliés, donc polonais, baltes, heu vis-à-vis des partenaires européens, mais plus occidentaux, donc par rapport à ces ambitions? Et quelles étaient les réactions, en fait, de vos homologues, européens, donc français, allemands, enfin, cette partie de l'Europe, par rapport à peut-être mise en alerte? Je pense aux années 90, mais aussi, quand il y a eu des crises comme, l'invasion de la Géorgie en 2008, quand il y a eu la construction du Nord Stream qui a changé les cartes. Du coup, voilà, d'avoir un retour sur votre expérience en tant que diplomate depuis l'intérieur, on a rarement ce type de retour. Comment, voilà, en tant que diplomate ukrainien, vous avez vu passer ces années, pas du XVIIe siècle, mais depuis les années 90, et quel type d'action vous avez fait diplomatique par rapport à ça? Correct. Heu, Merci beaucoup pour la question. Certains disent que juger le passé, c'est toujours plus facile. Heu, on a été, au début de, l'indépendance, vraiment très naïfs pour beaucoup de raisons. Tout d'abord parce qu'on a reçu très facilement l'indépendance. L'indépendance, elle vient pas comme ça à la décision de certains apparatchiks, de la partie communiste. Bien sûr qu'il y avait déjà à la fin de 80 le mouvement sérieux qui n'a pas malheureusement devenu ça s'appelait RUH, le comme marche, comme il y a certains slogans ici en France. Mais ils sont pas devenus, les gouverneurs. Je veux dire les présidents, la force politique qui pouvait gouverner. De l'autre côté, je dois vous dire que, c'était aussi la faute, de beaucoup de nos alliés que nous avons maintenant. Même, fameuse, mémorandum, MOU de Budapest, on a signé parce qu'on a été forcés, obligés. Je ne vais pas citer le pays qui ne voulait pas nous même reconnaître, je ne parle pas même aider. Sans signer cet mémorandum, ça m'aurait donné le deuxième, troisième, ça dépend qui est-ce qui calcule quel genre de missile, arsenal, nucléaire. On a été naïfs parce que déjà en déclaration avant l'indépendance, en 1990, on a proclamé que nous sommes le pays non nucléaire. On a été naïfs parce qu'on a été très heureux d'être enfin indépendant après tellement beaucoup des efforts et des victimes qui dans l'histoire a redonné sa vie pour l'indépendance de l'Ukraine, qui simplement on a été endormis. Et maintenant, c'est le prix qu'on paye. Heu, C'est-à-dire, on a été naïfs, mais de l'autre côté, je dois vous dire que vraiment, on ne voyait pas, certains même persuadés. Vous vous souvenez, cet, discours de Kiev, de certains leaders, ils ont venu pour nous persuader qu'il ne faut pas sortir de l'URSS, qui s'appelle des côtelettes de Kiev. Et je dois vous dire que, c'était tellement difficile pour une nation, qui les années en perdant, les meilleurs, heu, disons, de sa nation, luttait pour l'indépendance, et tu viens pour les pourparlers et on te disait: «Écoute, d'abord tu fais ici ça, 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 après on va vous reconnaître». C'est un petit peu, comment ça dire? Péjoratif, comment je le disais, mais en réalité, on le savait. Et bien sûr qu'on devait avoir le double les efforts pour faire les choses, grâce à nos, alliés, tels que
le pays où je suis maintenant, ou les autres vrais amis, nous avons la possibilité à réussir aisément. Si c'était le même support qu'on avait ici, en plus, il faut reconnaître, c'est pas simplement la Russie qui ne reconnaissait pas notre subjectivité au début. On en est que maintenant à devenir le sujet du droit international et ça, c'est aussi le prix qu'on paye dans cette guerre. Excusez-moi, peut-être être long et camouflé parfois, mais parfois non. Dernière question. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'ai deux questions. Alors, la première, c'est au vu des récents résultats économiques désastreux pour la Fédération de Russie, 1% de croissance économique simplement pour l'année 2024 et contre, non, 2025 et 4% alors contre, en 2024 en comparaison. Est-ce que vous ne voyez pas en cela le premier pas, enfin le premier signe vers un affaiblissement de la Russie économiquement et du coup militairement en Ukraine? Et ma deuxième question, c'est quel terme, selon vous, qualifierait le mieux la personne de Vladimir Poutine? Je vous remercie. Je vais commencer par le désir. C'est pas pour moi à donner la qualification. Moi, je pense que je n'ai pas une éducation médicale. Je vais donner la réponse sur la première. Vous savez, euh, euh, d'après les calculs de certains de mes collègues, au minimum, ils ont la possibilité, avec les ressources qu'ils ont, à continuer cette guerre encore à la fin de cette année-là, au minimum. En plus, vous savez que le grand ressource de l'économie et occupation de, de budget de ce pays, c'est le pétrole et gaz. Vous voyez que le prix du pétrole s'est monté au prix qui est suffisamment euh, correct pour la Russie d'avoir, disons, euh, la possibilité à recruter par le contrat et par les fausses euh, remettre, oui, promettre les soldats. D'ailleurs, la différence entre des armes chez nous, ce sont les gens qui sont mobilisés. Là-bas, c'est d'argent. S'ils ont d'argent, ils vont avoir les gens. Dans le pays qui mène toujours la politique d'avoir la population pas éduquée et sans existence, c'est très facile d'avoir les soldats qui peuvent, pour pas une grande somme d'argent, être missionnaires. Et, on a une jolie dernière question malgré tout. La jeune fille voudrait la poser. Так. Доброго вечора. Доброго Я вечора. скажу українською, потім перекладу, якщо ви не проти. Тата. Я хотіла б спитати, що дає вам надію у вашій роботі? Donc maintenant, je peux traduire en français. Je dis merci beaucoup et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans votre travail. Merci. La question très simple. La nation, famille et le peuple comme vous qui font ces études et j'espère l'un des jours vient pour reconstruire le pays libre, indépendant et souverain avec tous les territoires qu'on va récupérer. Attends, je pense que monsieur il voulait aussi poser la question. Ouais. On va il y avait peut-être une dernière question, mais je pense qu'on va arrêter là.
D'abord pour, vous remercier beaucoup, votre excellence pour, la vérité, la profondeur historique, et culturelle de votre intervention. La vérité aussi dans la réponse aux questions qui étaient des questions de grande qualité. Je voulais vous remercier. Vous dire aussi, la fierté de la qualité de ces interventions, la diversité aussi qui montre bien l'ouverture dont je parlais tout à l'heure, hein. Un étudiant russe, qui a quitté son pays pour venir étudier en France grâce à notre programme, hein, d'études internationales. Une étudiante ukrainienne qui est aussi venue avec ce même programme. C'est la preuve du bien fondé, de cette politique d'ouverture que nous menons. Et vous rappelez aussi, que demain se tient dans ce même amphithéâtre une autre conférence sur l'Ukraine, sur un sujet différent. Je vais appeler à votre mobilisation. N'hésitez pas à écrire des textos et cetera. Pour l'instant, pour être honnête, on n'a pas encore, autant de monde que ce qu'on s'attendait au départ. Donc n'hésitez pas, chers étudiantes et étudiants, à faire autant de messages que vous pouvez dans les boucles, à revenir. Je sais que c'est un vendredi soir. Je pense vraiment que ce serait dommage de manquer ce moment. Parce qu'on voit bien dans un moment comme aujourd'hui à quel point, c'est des moments importants et trop rares et il faut savoir en profiter. Je vous remercie beaucoup pour votre, attention et pour, la qualité de cette conférence. À bientôt.